Yannick Sinner remporte son 6e match consécutif au Masters, remporte son premier match face à un Félix Auger-Aliassime, diminué à partir de la fin du premier set. On va y revenir. Taylor Fritz s'impose assez tranquillement contre Lorenzo Musetti. On va revenir sur les deux derniers matchs de la première journée, en soi, de toutes les poules, même si les poules étaient mélangées. La poule de Yannick Sinner avec hier le match Zverev-Shelton. Sinner joue aujourd'hui face à Félix Auger-Aliassime. Et puis on a eu la poule de Alcaraz, avec Alcaraz qui a joué hier face à Deminor et Fritz qui a joué aujourd'hui face à Musetti. Tout va se rééquilibrer demain avec Fritz Alcaraz à 14h et à 20h30 Musetti Alex Deminor. Alcaraz ne joue jamais en night session sauf face à Djokovic en 2023 au Masters, sinon il ne joue jamais en night session. Et donc on va débriefer tranquillement ces deux matchs, bon, qui n'ont pas été les deux matchs du siècle. Globalement, cette première journée de Masters, en tout cas ces premiers matchs, n'ont pas été des matchs de... Il n'y a eu que des matchs en 2-7 d'ailleurs, ouais, il n'y a eu que des matchs en 2-7. Ça a été des matchs plutôt globalement à sens unique. Le Alcaraz de Minor, oui, à sens unique globalement. Zverev-Shelton aussi. Là, ça a été globalement à sens unique à partir de la fin du premier. Et puis, le Musetti-Fritz, on va y revenir aussi. Ça a été assez tranquille. Donc, ce Sinner Auger-Aliassime, sous les yeux de Darren Cahill, qui a rempilé d'ailleurs pour l'année prochaine avec Sinner. Il était censé normalement prendre sa retraite. On l'avait appris d'ailleurs à l'Open d'Australie en début 2025. Darren Cahill annonce, c'est ma dernière année avec Yannick Sinner. Et là, il annonce qu'ils vont continuer à suivre un processus. Voilà, donc, tant qu'il a besoin de moi, je continuerai. Donc, ça veut dire que Darren Cahill, c'est pas facile d'arrêter, c'est pas facile de raccrocher. Donc, Darren Cahill continuera la saison 2026 et peut-être même plus avec Yannick Sinner. Donc, on verra ce que ça donne. Sinner, bon, là, c'est un petit revers long de ligne. J'en avais parlé avec Alcaraz hier, donc il fallait quand même que je parle un petit peu des revers long de ligne de Yannick Sinner. Celui-là, quand même, bon, voilà, il est quand même magnifique. En début de match avec globalement, on s'en doutait, mais deux très bons serveurs à des Sinner, premier point sur les premiers, pourcentage de points gagnés derrière sa première balle, en tout cas, c'est le nombre de points gagnés. On a 100% pour Sinner, on a 6 sur 7 pour Félix Auger-Aliassime, c'est du très très lourd. Et puis, des jeux tranquilles. Sinner qui, premier set globalement, il perd quasiment pas un point sur son service. Je crois qu'il perd maximum un point par jeu sur son service. Il n'a jamais été dans une situation où il y avait un 30 écrit sur Félix Auger-Aliassime quand Sinner servait. Donc, c'est pour montrer à quel point il y avait une domination pour Sinner sur ses jeux de service en tout cas. Félix Auger-Aliassime, premier mauvais jeu du match où il fait quand même quelques fautes. Ce jeu-là, ce 6e jeu du match, je le très important parce que si Sinner break, il peut tout de suite s'envoler et mener 5-2 derrière en conservant son service. Là, c'est une balle qui va rebondir juste sur la ligne. Franchement, il n'y avait pas besoin de prendre autant de risques, mais elle va rebondir juste sur la ligne, juste ce qu'il faut pour rester dans le court. Là, c'est un très très bon service pour sauver une deuxième balle de 7, des petits dangers déjà sauvés par Félix Auger-Aliassime. Et là, c'est un gros point avec la balle qui va être faute de Yannick Sinner. Gros point remporté, gros rallye remporté par Auger-Aliassime. C'est rare une faute de Sinner, surtout sur une balle plutôt neutre du Canadien. Et c'est un point en plus très important parce que ça aurait pu offrir une troisième balle de break à Yannick Sinner, ça n'a pas été le cas. On avance un peu parce que Sinner globalement, ses jeux de service, c'est que ça. On dirait que c'est pas un montage, il y a toujours 40 sur ses jeux de service. C'est clairement ce qui se passe, c'est prodigieux. Là, le jeu à 5-4, j'ai eu très peur aussi pour Félix parce que c'est un jeu, il y a encore 3-4 fautes de Félix qui sont un petit peu, des fautes un petit peu à éviter comme celle-là. Deuxième coup de raquette, revers, il est en train de reculer. La balle qui va taper le haut de la bande, malheureusement. Pour lui, elle ne passe pas, ça fait balle de 7 pour Yannick Sinner à ce moment-là. Balle de 7 où je trouve, faut quand même le signaler, on va voir quand même une sacrée faute de Yannick Sinner sur une deuxième balle. Retour de coup droit clairement dans le filet. Déjà, c'est rare que Sinner mette une balle dans le filet. Et en plus, c'est rare que Sinner sur une deuxième balle rate une telle occasion. Donc c'est pour montrer à quel point si Sinner a peut-être été un petit peu tendu. Je trouve qu'il a quand même fait un petit peu de faute dans ce premier set. Il aurait pu en tout cas gagner le premier set plus rapidement que le 7-5 qu'il a mis à Félix Auger-Aliassime, même si au final il a sur l'essentiel en gagnant en 2-7. Mais si on chipote un petit peu, Yannick Sinner aurait pu être un tout petit peu plus efficace, notamment sur cette balle de 7, la saisir direct et prendre le premier set. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu ce qui s'est passé ensuite, ou peut-être un petit peu plus tard. Ce sera malheureusement Félix Auger-Aliassime qui se blesse. Là, c'est le point d'après. D'ailleurs, gros rallye aussi. Et revers de Sinner qui tape la bande du filet. Donc là aussi, ça ne passe pas au-dessus du filet. Ça tape la bande du filet. Ça passe au-dessus, mais ça va finir dans le couloir pour que Félix Auger-Aliassime revienne à 5 partout. Recolle à 5 partout. Mais encore une fois, c'est un peu comme à Paris. On a un Sinner qui a des jeux très faciles, très tranquilles, qu'il arrive à remporter. Et on a un Auger-Aliassime qui réussit un petit peu, tant bien que mal, à tenir ses jeux de service, à tenir ses mises en jeu. Et qui peut-être sur un tie-break
peut aller chercher quelque chose. Au final, il n'y aura pas de tie-break, mais le scénario, c'est un petit peu le même. Malheureusement, c'est là que tout va basculer à 6-5 pour Sinner. On va avoir une grosse faute de revers de Félix Auger-Aliassime, mais c'est pas la grosse faute en fait qui va retenir l'attention, même si là, cette grosse faute, elle est grosse parce que ça fait revenir Sinner à 30A. C'est Auger-Aliassime qui va commencer à se tenir le mollet gauche. Il va commencer à se tenir sur ce point-là. Sur le point d'après, vilaine faute de coup droit, pareil. On sent qu'il essaye de taper un petit peu sur ses appuis. On sent qu'il a mal, il grimace. Ça va pas du tout, il va sauver une balle de 7 d'ailleurs sur une erreur aussi de Yannick Sinner. Mais ensuite, 2 points plus tard, malheureusement, il va balancer, enfin il va pas balancer le 7 malheureusement, mais il va essayer de faire un revers chippé. Il va pas réussir à pousser sur ses appuis, d'ailleurs ce qu'il va dire après au kiné qu'il n'arrive pas à pousser. Et malheureusement, premier set Yannick Sinner qui globalement dominait ce set, même si c'était serré en termes de score, il dominait quand même ce set. Et évidemment, ce coup de pouce, entre guillemets, la blessure malheureuse de Félix Auger-Aliassime fait qu'évidemment l'écart qui était peut-être déjà de ça pour Yannick Sinner fait que forcément, ça bascule énormément en faveur de l'Italien. Félix, il part direct après au vestiaire. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas abandonner parce que je crois que s'il abandonne, il ne peut plus jouer les matchs d'après. Il est obligé, si tu abandonnes ton match, tu peux plus jouer. C'est pas comme Opelka qui abandonne en qualif à Paris, qui ensuite est lucky loser et peut quand même jouer le tableau principal. Là, si tu abandonnes en poule le premier match, c'est Bublik du coup qui est le premier remplaçant qui rentre à la place de Félix Auger-Aliassime pour le match 2 et 3. Donc ça veut dire que Félix Auger-Aliassime, là, s'il abandonne ce match-là, c'est potentiellement ce match-là, il faut y penser, ce match plus les 2 autres matchs. Donc il abandonne son Masters et sa fin de saison. C'est pour ça aussi qu'il n'a sans doute, pour moi, je pense, pas abandonné, parce qu'il s'offre un jour de répit, puisqu'il ne rejouera que dans 2 jours, il s'offre un jour de répit pour souffler un peu et pour voir comment ça va se passer, si ça va aller mieux. Là, on voit les moments où Félix Auger-Aliassime malheureusement se tient. Si on regarde les stats globalement, Sinner, dès qu'il y a une première balle qui passe, tu peux abandonner le point, c'est fini. Et puis globalement, quand il y a une deuxième balle, que ce soit Sinner qui a 50% ou Auger-Aliassime qui a 44%, ça montre que le serveur, mine de rien, est en danger. Pareil, les balles de break, 1 sur 5, évidemment pour Yannick Sinner, 0 sur 0 pour Auger-Aliassime. Ça montre quand même sacrément des choses. Et puis malheureusement, ce qui devait se passer va se passer. Auger-Aliassime, malheureusement, va pas tenir physiquement. On le sent un petit peu moins dedans, même s'il essaye quand même. Il se bat un petit peu dans ce deuxième set. Il fait ce qu'il peut faire, mais malheureusement, il peut pas. Là, c'est une faute de coup droit. Ça va donner le break à Yannick Sinner. En plus, le jeu d'après de Sinner, on se retrouve dans une situation à 0,30 où Sinner a un petit relâchement. Il y a une faute, il y a une double faute. On se dit, peut-être petit relâchement. Derrière, même s'il revient à 40A sur un gros rallye, encore une fois, Félix Auger-Aliassime, malheureusement, Sinner, cette faute de revers, va remporter ce point. Mais globalement, le deuxième set, il n'y a plus match. Voilà, Félix Auger-Aliassime qui prend son temps mort médical. On voit sa tête, clairement, il est dégoûté. Il est dégoûté parce il était dans le match, clairement. Il était dans le match. Lui, il était, avant qu'il se blesse, il était à 6-5. Il était à 6-5 pour Yannick Sinner et tout pouvait se passer. Même si Sinner semblait au-dessus, tout pouvait se passer sur ce match-là. Et globalement, ça va être, même si là, c'est le seul jeu qui remporte et le dernier jeu qui remporte. Encore une fois, 4-1, appel au kiné, massage. Et puis là, c'est fini, clairement. 4-1, break, 5-1, rideau, c'est terminé. Malheureusement, Félix Auger-Aliassime, dépité, qui doit un petit peu jeter l'éponge sur ce deuxième set. C'est pas un abandon, mais globalement, le deuxième set, il n'a pas vraiment joué parce que malheureusement, il n'avait plus la capacité physique de le jouer. Et on le sait, les organismes aujourd'hui, c'est rude parce que, c'est pas Casper Ruud, mais c'est rude parce que franchement, c'est dur. C'est toute une saison, une longue saison. Félix Auger-Aliassime, pareil. Lui, il n'a pas eu la même préparation que les autres. Il s'est préparé pour le Master sans savoir s'il allait le jouer. Donc forcément, ça doit jouer aussi sur son mentalement. Et on sait que mentalement, si jamais tu es un peu en train de cogiter tout, ça peut aussi se répercuter sur ton physique. Et puis là, le fait aussi qu'ils se battent pour la race toute la saison, toute la fin de saison pour essayer de grappiller les points, enchaîner les points. On a vu à Bâle, il abandonne en quart de finale, il va derrière en finale à Paris, mais évidemment les organismes ils ont du mal et là ça pète. Et malheureusement j'espère que c'est pas grave entre guillemets que dans 2 jours il sera sur place pour jouer face à Ben Shelton, parce que mine de rien c'est un joueur qui peut jouer quelque chose sur ce Masters. Il est très très bon en indoor, il est très solide. Là il avait le match le plus dur à jouer de sa poule, même si Zverev sera pas facile et Shelton aussi, mais il y aura quand même des regrets. Si je vois plus Félix Auger-Aliassime sur la feuille de match et que je vois Bublik dans 2 jours, j'aurais quand même des regrets de ne pas avoir vu le Félix de Paris jouer ce Masters. Voilà, c'est mon avis. L'autre match entre un joueur d'ailleurs aussi qui a été très fatigué, Lorenzo Musetti face à Taylor Fritz. On va aller très rapidement sur ce match parce que globalement ça a été, je trouve, assez tranquille pour Fritz qui a souffert pendant un quart d'heure. On va le dire clairement, Musetti a été très bon pendant un quart d'heure. Il a utilisé un petit peu sa panoplie tennistique pour s'offrir notamment 4 balles de break dans le deuxième jeu de service de Fritz. Et à part ça, rien du tout.
plus une seule balle de break, extinction des lumières, la break direct après pour Taylor Fritz, mais un Musetti qui était, on l'a vu, cramé, dominé dans l'échange, dominé sur les jeux de service. Tous les jeux de service de Fritz, à partir du 3e jeu de service de Fritz, ont été faciles. Tous les jeux de service de Musetti, quasiment, ont été compliqués. Donc c'est le score qui fait 6-3, 6-4, 6-4, 6-3, ou enfin 6-4, 6-4 pour Fritz. C'est très 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 flatteur pour Musetti qui aurait pu prendre bien plus cher. Le 3 et 4 qu'il prend, franchement, c'est un très bon score parce que s'il prend 6-2, 6-2, il n'y a pas débat. Malheureusement, il était cramé. Là, on voit Fritz qui va s'offrir des occasions d'ailleurs de double break. C'est des double break qui va être sauvé. Il en a au moins 3 ou 4 occasions de double break. C'est bien sauvé par Musetti. Là, c'est une balle de 7. Encore une fois, ça peut faire 6-2, qui est très bien sauvé par Musetti. Bon, après, voilà, le jeu de Fritz. Bah voilà, 6-3. Les stats, mine de rien, quand j'avais dit sur le match hier entre Zverev et Shelton que les stats reflétaient le match et que parfois les stats ne reflétaient pas le match, bah là c'est le cas. Les stats ne reflètent pas vraiment le match parce qu'on a plus de coups gagnants pour Musetti que pour Fritz. On a moins de fautes directes pour Musetti que pour Fritz. Dans ce sens-là, on peut se dire, bah ouais, Musetti, mine de rien, il est quand même dans le set, il est quand même dans le match quand on voit les stats. Et au final, bah, ça fait 6-3 Fritz. Voilà, les stats, parfois, ne veulent pas tout dire. Et au service, 46% derrière sa deuxième balle, 65% derrière la première. Même ça, c'est pas énorme. Et Fritz, qui passe pas beaucoup de premières, mais son pourcentage est monté au fur et à mesure du match. Surtout au début, qu'il n'a pas passé beaucoup de premières. Et ensuite, bah, ça a été un cavalier seul de Taylor Fritz qui, dès le début du deuxième set, va s'offrir des balles de break, même si ça va pas passer. Mais ensuite, on va avoir donc Musetti qui s'en sort, qui tente même une cuillère à ce moment-là, tellement il est perdu. Je pense que la cuillère, c'est pas lucide du tout. Il la rate en plus, même s'il gagne le point derrière, il rate sa cuillère. C'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est... Voilà, la moyenne des durées des jeux, en moyenne 6 minutes 41. C'est énorme. Pour un jeu de tennis, un jeu de service de tennis, c'est énorme. 3 minutes pour Fritz, c'est pas mal aussi, mine de rien, mais c'est énorme. Tu prends Opelka et Isner, les jeux, c'est 1 minute 30 en moyenne. Et malheureusement, là-dessus, sur cette balle, je crois que Fritz va breaker Musetti. C'est ça, là, c'est les points en service. Il y a déjà en plus 3 fois plus de points joués sur les jeux de service de Musetti que sur Fritz. On a 8 sur 9 pour Fritz, pour gagner sur son service. Et Musetti, 16 sur 32, il gagne même pas un point sur 2 sur son service, c'est une catastrophe. Et puis je mets la fin du match parce que bon, il n'y a rien à dire, Musetti était clairement cramé. Le lob, là, il retarde un peu l'hémorragie sur ce lob. Quand même, c'est une grosse faute de Fritz. Bon, on va pas lui en tenir rigueur parce que bon, voilà, il dominait le match. Mais c'est quand même une grosse faute parce que le lob, il a tout le temps de faire son lob. Il le rate complètement. La balle, elle sort bien derrière. Et après ce petit jeu-là où il y a une faute de Fritz, 0,30, on se dit pourquoi pas. Mais au final, l'hémorragie, l'espoir va vraiment juste naître, mais direct disparaître. Et Taylor Fritz va gagner ce match. C'est logique, franchement, c'est tout à fait logique. Il n'y a rien à dire sur cette victoire de Fritz. Musetti, qui était 2 jours plus tôt à Athènes, qui a fait un match exceptionnel, qui, voilà, ne savait même pas lui aussi s'il allait aller au Masters, qui d'ailleurs, sans le retrait de Novak Djokovic, n'y était pas. Et voilà, Fritz qui a fait finale l'an dernier, qui a été bien plus costaud que Lorenzo Musetti. Ça fait 1 sur 2 pour les Italiens. Et puis Fritz, du coup, qui va s'attaquer demain au plus grand défi de sa poule, Carlos Alcaraz. Et puis, peut-être essayer pour lui d'empêcher Alcaraz de prendre 200 points qui lui serait très très important pour la lutte pour la première place. Parce que Alcaraz, faut qu'il gagne soit 2 matchs en poule plus sa demi-finale, soit ses 3 matchs en poule direct, et c'est bon, il reste numéro 1 mondial jusque pour la fin de saison. Il finit l'année numéro 1 mondial, donc c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va suivre mine de rien sur ce Masters. Bon, globalement, les premiers matchs n'ont pas été fous, mais bon, là, les vainqueurs vont jouer les vainqueurs, les vaincus vont jouer les vaincus, donc on va voir ce que ça va donner, peut-être des beaux matchs, j'espère en tout cas. En tout cas, pour le moment, c'est pas encore le Masters 2014, on avait des 6-0, 6-1, où Roger Federer avait mis 6-0, 6-1 à Andy Murray en moins d'1 heure. Voilà, c'est pour relativiser un petit peu. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Évidemment, on est toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour le soutien. On se retrouve très vite pour parler de la prochaine journée. On va débriefer le match Fritz-Alcaraz à la fin du match. Donc dans l'après-midi, le match est à 14 h, donc vers 17 h à peu près le débrief. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.